dames en heren, het worden twee... Mesdames et messieurs, on va avoir 2 jours très intéressants. L'emploi des personnes originaires hors l'Union européenne est une thématique très large et compliquée qui nécessite pas mal de clarifications. Lors de ces 2 heures à venir, on peut suivre certains intervenants qui vont nous donner un état des lieux. Après le lunch, on va organiser quelques groupes de travail thématiques sans public qui vont mener une réflexion sur les grands défis de l'intégration sur le marché du travail et demain matin, ils vont présenter leurs résultats de leur brainstorming. Et sur base de ces présentations, demain après-midi, on peut mener des débats à ces sujets-là. Chargé, donc c'est pourquoi je demanderai à tous les intervenants de ce matin, de ces 2 jours, d'être extrêmement rigoureux et de bien respecter le timing qui vous est imparti. Alors, nous attendons la visite du ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, et de la secrétaire d'État, Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité. Mais ils ont pris un petit peu de retard, donc nous les entendrons dans quelques minutes. C'est eux qui introduiront cette conférence. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, puisque, comme je vous l'ai dit, le programme est très chargé, nous allons commencer par avec la suite du programme. Et nous commençons par le CNT, le Conseil national du travail, qui a élaboré un guide pour promouvoir la diversité sur le marché du travail. Ce guide est le résultat de quelques réunions entre les organisations patronales et de travailleurs. Et pour cela, je cède la parole à Monsieur Mehmet Saygin de Unisoc, qui va s'occuper de la première partie de la présentation, et la deuxième partie sera présentée par Nathalie Diesbeck de la CSC. Donc je cède la parole à Monsieur Mehmet Saygin. Voilà, bonjour tout le monde, je crois comprendre qu'on m'entend bien. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons en effet commencer cette matinée avec la présentation d'un outil dont le Conseil national du travail n'est pas peu fier. Et ça va être une présentation en 2 temps, puisque qui dit Conseil national du travail dit partenaires sociaux, qui dit partenaires sociaux dit banc des employeurs avec une vision particulière et banc des syndicats avec une autre vision. Et ma collègue Nathalie présentera ce second volet à la suite de mon intervention. Et donc je vais, pour ce qui me concerne, me limiter en 5 minutes top chrono pour ne pas mordre sur le timing à la présentation de la vision des employeurs en la matière, les employeurs étant l'AFEB, Uniso, UCM, le Bourenbond et Unisoc. Pour ma part, je suis conseiller juridique à l'Unisoc pour l'Union des entreprises à profit social. Alors cette brochure est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Cette brochure est intitulée « Favoriser la diversité et l'égalité dans le recrutement ». C'est une brochure qui a été finalisée en 2020, mais on ne vous en parle qu'aujourd'hui, puisque, entre-temps, une crise est passée par là et a postposé la diffusion large et massive de l'outil. Je vais y revenir dans un instant. Cette brochure porte sur les 5 phases principales du processus de recrutement. Vous les retrouvez sur la slide. Premièrement, l'analyse du besoin et la construction du profil de fonction. Deuxièmement, la rédaction et la diffusion de l'offre d'emploi. Troisièmement, le traitement des candidatures. Quatrièmement, l'entretien de recrutement. Et enfin, cinquièmement, l'accueil inclusif et l'intégration du travailleur. Alors, il s'agit d'un outil qui est symboliquement important. Il est important parce qu'il est le fruit, comme je le disais, d'une collaboration. Et d'une collaboration entre qui? Entre les partenaires sociaux interprofessionnels. C'est, sauf erreur de ma part, quelque chose d'assez inédit de cette ampleur-là dans le jeu de la concertation sociale belge. Et donc c'est un message commun que les partenaires sociaux interprofessionnels adressent tant aux décideurs politiques qu'aux entreprises et aux candidats à l'emploi.
C'est un outil symboliquement important, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi un outil résolument pratique. Il s'adosse à et il fait place à des pratiques de recrutement objectives. Alors le mot objectif est en soi un mot qui est susceptible de définition. On peut toujours discuter de ce qui est objectif, mais en tout cas des pratiques de recrutement qui tendent vers une forme d'objectivation des processus de recrutement. Vous retrouvez énormément de choses diverses et variées. Par exemple, comment conduire un entretien de recrutement le plus objectif possible. La logique étant de se fonder sur les seules compétences des candidats à l'emploi. Par ailleurs, dans cet outil, vous retrouvez énormément de ressources et de liens utiles qui vous font naviguer dans la constellation des outils qui, par ailleurs, existent déjà sur le terrain. Alors c'est un outil qui sert à orienter et qui n'a pas de visée de remplacer ce qui existe. C'est essentiel comme élément. La brochure, elle n'est pas destinée à faire table rase de ce qui existe. Il existe des initiatives tant sectorielles que dans un certain nombre d'entreprises. Et donc l'objectif n'est pas de faire semblant que ces initiatives n'existent pas. Par contre, la brochure est destinée à accompagner les secteurs et les entreprises qui n'ont pas encore de politique en la matière ou qui ont déjà entamé une réflexion en la matière, mais qui souhaitent élargir le spectre de leur réflexion. Alors c'est un outil qui est symboliquement important, résolument pratique, mais pas, je précise, encore assez connu, puisque c'est évidemment une des nombreuses victimes collatérales de la crise du Covid-19. Pour ce qui concerne les organisations d'employeurs, nous avons toutes diffusé la brochure, mais évidemment, comme vous le savez aussi bien que moi, les urgences multiples et répétées de la crise ont fait qu'il n'a pas été possible d'aller plus loin. Et donc, la conférence pour l'emploi 2022 offre une formidable plateforme et opportunité pour rétablir cet équilibre et avancer dans le sens d'un replacement de cet outil au centre de l'attention qu'elle mérite. Alors, ça c'est pour la présentation très synthétique de l'outil. Maintenant, la vision des employeurs à ce sujet, quelle est-elle? Eh bien, nous insistons toujours sur l'importance d'un discours positif, d'un discours encourageant, d'un discours de bienveillance, d'un discours de sensibilisation. Et donc, nous sommes convaincus que d'abord et avant tout, en la matière, il faut informer et sensibiliser les entreprises. Par ailleurs, il faut mettre en lumière les avantages de la diversité. Soyons d'ailleurs très pragmatiques, ce sont souvent aussi des avantages socio-économiques et pas uniquement des questions de principe, des questions de valeur. Ce sont aussi des questions importantes, mais il y a véritablement des avantages à la diversité pour et dans les entreprises. Et donc nous sommes toujours convaincus, toujours dans toutes les plateformes dans lesquelles nous intervenons, qu'il vaut mieux prévenir et accompagner que sanctionner. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais sanctionner, mais la sanction doit être l'outil de dernier recours. Alors la diversité, c'est une histoire à prolonger. Cette brochure que nous avons co-signée en tant que partenaires sociaux est un début et pas une fin. C'est un début en ce sens que la brochure est le prolongement, la mise en application d'une CCT intersectorielle conclue au sein du Conseil national du travail, la CCT 38, qui porte sur l'égalité de traitement dans le recrutement. Mais le Conseil national du travail a conclu d'autres outils, et notamment la CCT numéro 95, qui porte sur l'égalité de traitement dans toutes les phases de la relation contractuelle. Et donc les organisations d'employeurs souhaitent poursuivre ce travail de production d'outils autour, cette fois-ci, de la CCT 95. J'en terminerai par ceci. Quoi d'autre? What else? Puisque, évidemment, ça n'est pas une fin, c'est une étape dans une réflexion qui doit se poursuivre. Et donc, les organisations d'employeurs ont à cœur de se pencher sur un certain nombre de points d'attention et d'amélioration possibles, notamment le système des actions positives. Si on devait ici faire un sondage, je ne suis pas sûr que tout le monde serait maître ou maîtresse de cet outil. Or, c'est un outil qui existe
qui est intéressant, mais qui peut faire l'objet d'améliorations. Premier élément. Deuxième élément, cela ne surprendra personne si les partenaires sociaux profitent de ce type de plateforme pour également plaider dans le sens d'un soutien financier et structurel, tant pour les entreprises que pour les secteurs. Je ne vais pas être plus long, il y a d'autres chantiers sur lesquels il faut travailler et la conférence pour l'emploi a 5 groupes de travail, dont un groupe dédié à la diversité. Et donc nous aurons, syndicats et organisations d'employeurs, à cœur de poursuivre le boulot, puisque ça n'est pas terminé, notamment dans le cadre de ce GT Diversité. Voilà, merci pour votre attention. Merci Mehmet pour votre introduction concernant cette brochure. Alors moi, au nom des 3 syndicats interprofessionnels CSC, FJTB et CGSLB, je vais présenter la vision du banc syndical auprès du CNT concernant la mise en œuvre et l'utilisation de cette brochure. Ce qui est important est que cette brochure est le résultat d'une série de réunions, de longues discussions entre les organisations patronales et syndicales au sein du Conseil national du travail. C'était un travail de longue haleine et le principal objectif était de développer une approche concrète qui vise spécifiquement les entreprises, mais également les candidats lors de la phase de recrutement afin d'offrir une approche pratique qui stimule la diversité au niveau de l'entreprise. En fait, c'était le résultat de plusieurs années de débats auprès du CNT. Les années précédentes, on a également mené une réflexion ensemble sur le développement d'une pratique concernant la candidature anonyme, mais c'était assez complexe. On a également réfléchi à affiner la CCT 38, mais on a constaté que vu que cette CCT existe longtemps, elle offre toujours un bon point d'ancrage pour le processus de recrutement. Et comme on l'a déjà dit, la CCT 95, qui interdit la discrimination sur l'ensemble du parcours professionnel, existe toujours aussi, et ça pourrait être un défi futur. Comme on a déjà dit, en fait, cette brochure a pour objectif d'arriver à l'objectivation du processus de recrutement et cet outil doit empêcher que les responsables des ressources humaines adoptent, involontairement ou pas, une vision biaisée des candidatures entrantes pour une offre de travail. Donc c'est un outil pour le personnel, les services du personnel, mais de notre côté, c'est également une base pour les représentations patronales dans les entreprises. Pensons surtout aux entreprises plus importantes, afin de mener une réflexion concernant la politique de recrutement pour être mieux impliquées. C'est donc une manière afin d'éviter que des préjugés soient ou fassent partie du processus de recrutement. Je pense également que les entreprises peuvent estimer la diversité en tant que plus-value lors de leur politique de recrutement et être plus conscients de la politique anti-discrimination. Donc l'approche dans la brochure est formulée de telle manière qu'il faut d'abord analyser la fonction vacante sur base des compétences nécessaires et pas recruter sur base des caractéristiques personnelles. Et c'est quand même le point d'ancrage essentiel qui peut mener à une politique de recrutement plus diverse. Comme cela, on peut être également plus conscient des préjugés.
Si on utilise une liste de compétences exigées, alors il faut tout de même constater que les exigences sont assez élevées et ce n'est pas toujours la bonne approche afin de mettre la bonne personne à la bonne position. Un instrument utile dans la brochure, ce sont les fiches de recrutement. En fait, il s'agit d'une technique afin de se focaliser surtout sur les compétences et pour se baser sur des raisons objectives. Et ça peut mener à ce que les candidats puissent avoir un feedback correct et objectif dans le cas où ils ne sont pas choisis, et ça peut également être un processus d'apprentissage pour eux. Certains candidats qui sollicitent ou postulent n'ont aucun feedback et ne sont plus motivés de se présenter sur le marché du travail. Mais nous sommes également conscients qu'une politique de recrutement visée sur la diversité peut seulement réussir s'il y a une adhésion interne auprès des employeurs mêmes. Nous savons que dans certaines entreprises, il y a un groupe homogène d'emploi et ça aussi peut être un point d'achoppement lors des recrutements à l'avenir. Et nous voulons vraiment investir là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait pour cela? Les 3 syndicats veulent faire en sorte que la formation soit donnée aux militants, mais aussi au propre personnel. Nous mettons à la disposition de nos affiliés des informations sur ce qu'est la discrimination et comment il faut traiter la diversité sur le lieu du travail. Et nous y travaillons activement dans les organes de concertation. C'est pourquoi nous avons inclus dans la brochure des liens vers nos sites internet. Donc, la brochure peut être téléchargée sur le site web du CNT sous le fichier de publication. Je pense que vous pouvez le retrouver. Et vu qu'il s'agit d'une publication digitale, vous pouvez directement parcourir tous les liens et brochures pertinents. Je vais encore vite me concentrer sur les adaptations. Donc, on constate que les aménagements raisonnables ne sont pas suffisamment connus. C'est pourquoi les personnes porteuses d'un handicap passent à côté d'un emploi alors qu'elles possèdent les compétences nécessaires. La mise en œuvre des aménagements raisonnables est d'ailleurs une obligation, à condition que les coûts soient réalistes évidemment et ne constituent pas une charge disproportionnée pour l'entreprise. Mais comme vous le savez, il existe toutefois de nombreuses subventions et outils mis à disposition par les différentes autorités dans notre pays et souvent la connaissance de ces outils n'est pas suffisamment connue. Donc je veux quand même souligner que il y a quelques années, le CNT a fait une liste dans un document qui reprend tous les budgets et outils afin que vous pouvez avoir une meilleure vue là-dessus. Et ça, c'est important pour les employeurs et les entreprises concernées. La brochure souligne encore la possibilité d'action positive. Nous répétons en fait la condition mise dans l'arrêté royal de 2019, bien connu par vous tous, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que nous constatons, c'est que les actions positives sont certainement un élément adéquat afin d'aller vers plus de diversité qui est trop peu utilisée par contre. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral de développer des initiatives afin de stimuler les actions positives et on va certainement en parler lors de nos groupes du travail.
Nous constatons également que même s'il y a différentes méthodes afin d'introduire les actions positives lors d'une CCT, acte adhésion et une forme plus libre qui ne nécessite pas un entérinement du SPF emploi, même si tout ceci est bien possible, c'est utilisé très peu. Et je pense qu'il faut vraiment une recherche plus profonde pourquoi tel est le cas et ce qu'on peut faire pour y remédier. Nous pensons également que par le passé, au niveau régional, plus de facilités existaient afin d'introduire ces plans et que ça n'existe plus maintenant. Je pense que je vais devoir terminer ma présentation, mais comme Mehmet l'a déjà dit, nous voulons faire des progrès à l'avenir et ensemble. Concernant les actions positives, nous pensons qu'il est possible d'élaborer des modèles qui peuvent être déployés dans les secteurs, qui peuvent servir de base pour les entreprises. Je vais terminer ma présentation. Encore un petit élément. Pour le recrutement, nous voyons que ça se passe également beaucoup digitalement. Nous demandons du coup les services qui sont confrontés avec la fracture numérique d'être mieux soutenus. Merci beaucoup. Bedankt mevrouw Diesbeck, merci monsieur Saïguine. Alors nous accueillons à présent le ministre du Travail, monsieur Pierre-Yves Dermagne, ainsi que Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité. On fait les choses un petit peu à l'envers, mais donc comme je vous l'annonçais il y a quelques instants, ils vont officiellement introduire cette conférence sur l'emploi. Je vous en prie. Merci, chère Annick, Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, bonjour à toutes et tous en vos titres et qualités. Mijn excuus voor de vertraging. Désolé pour le retard. Nous savons que les problèmes de mobilité pèsent sur le marché du travail. Il y a aussi des problèmes de mobilité qui pèsent tout court. Donc désolé pour ce retard. On va effectivement en discuter avec le ministre de la Mobilité. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence aujourd'hui en cette première journée de la seconde conférence annuelle sur l'emploi. Présence qui témoigne de votre volonté de participer à la réflexion collective au sujet d'un défi prioritaire pour notre marché du travail. Alors, au cours des dernières années, l'ensemble du marché du travail a progressé, avec des taux d'emploi sans précédent dans notre pays et un taux de chômage qui n'avait plus été aussi bas depuis des décennies maintenant, même si, reconnaissons-le, il existe encore de fortes disparités entre régions, voire des disparités entre sous-régions. L'impact négatif sur l'emploi du pire choc économique depuis la Seconde Guerre mondiale a été bien moindre que ce que l'on craignait initialement. Et nous avons particulièrement bien réussi à maintenir les entreprises à flot et à protéger l'emploi ainsi que le pouvoir d'achat des travailleurs. Nous constatons aujourd'hui que les principaux indicateurs du marché du travail, tels que le taux d'activité et le taux d'emploi, sont à des niveaux records, même s'il reste encore effectivement pas mal de pain sur la planche pour atteindre un taux d'emploi de 80%, tel que le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux se sont fixés comme objectif à atteindre. La position relative des personnes d'origine étrangère sur le marché du travail s'est également améliorée. Et la création d'emplois profite aussi aux groupes d'origine étrangère. En outre, ils accèdent progressivement à des emplois de meilleure qualité, même si ce n'est pas toujours dans la même mesure. Malgré tout, bien entendu, il faut poursuivre continuellement nos efforts. Car si il y a des progrès, la situation reste à certains égards alarmante. Ainsi, le taux d'emploi des personnes originaires de pays hors Union européenne en Belgique est la plus faible de l'Union, 53,6% en 2021 pour une moyenne de 63,4% dans l'Europe des 27. La différence de taux d'emploi entre Belges et non européens s'établit à 31%, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un record européen, mais vous en conviendrez, il s'agit d'un triste record. Non seulement les personnes de nationalité étrangère ou nées à l'étranger, mais aussi les générations suivantes sont confrontées à une position plus défavorable sur le marché du travail que les personnes d'origine belge.
À ce rythme, il faudra des décennies avant que le nombre de personnes d'origine étrangère sur le marché du travail dans notre pays soit réellement représentatif. Professionele kansen worden nog steeds voor een groot deel. En grande partie, les chances professionnelles sont déterminées par l'origine. Naturellement, c'est inacceptable en Belgique, comme pays qui se trouve au centre de l'Union européenne, doté d'une grande tradition de concertation sociale et d'une bonne législation antidiscrimination. Si nous voulons atteindre notre objectif pour 2030, en termes de participation sur le marché du travail, eh bien, nous devrons réaliser des progrès significatifs auprès de ce groupe des originaires de pays hors EU. En outre, les 2 dernières années ont montré une fois de plus à quel point les progrès sont fragiles pour les groupes vulnérables. Au début de la crise financière de 2008, les personnes d'origine étrangère ont été plus durement touchées que les personnes d'origine belge. La crise du coronavirus a suivi un schéma similaire, un impact négatif plus fort pour les personnes d'origine étrangère au début de la crise et une relance qui a principalement profité aux personnes d'origine belge dans un premier temps. Et cela s'applique également aux peu qualifiés, aux jeunes et aux personnes financièrement vulnérables. Et dans le contexte actuel d'augmentation du coût de la vie, nous devons également tirer les leçons des précédentes reprises. Toutefois, on peut s'attendre à ce que les phases ultérieures de la reprise offrent davantage d'opportunités aux personnes d'origine étrangère. Parce que la croissance de l'emploi se situera probablement dans des secteurs où, en pratique, il s'avère plus facile pour elles de trouver un emploi, mais aussi parce que des goulots d'étranglement apparaissent et rendent les barrières un peu moins élevées. Une évolution qui, à la manière de la procession d'Echternach, avance lentement, dans le bon sens, mais met notre patience à rude épreuve. Mais bien entendu, nous ne devons pas attendre une autre crise pour adapter nos marchés du travail à l'avenir. Nous devons créer des opportunités pour les groupes qui ont été les plus durement touchés, comme les personnes peu qualifiées, les migrants et les jeunes, tout en élargissant notre marché du travail à des groupes qui étaient déjà sous-représentés auparavant. Cela conduira à un marché du travail plus diversifié, dans lequel la lutte contre toutes les formes de discrimination est essentielle. Je suis donc impatient de pouvoir travailler avec vous ici aujourd'hui. Cette conférence annuelle sur l'emploi doit nous aider à développer des plans sur mesure dans une approche intégrée. Cela est plus important aujourd'hui que jamais et souligne encore le potentiel du dialogue social et de la négociation collective. Je vous réitère donc mes plus vifs remerciements pour votre participation, en premier lieu à cette matinée qui permettra de poser le cadre de nos réflexions. Et je remercie tout particulièrement ma collègue Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité. Je pense que notre collaboration témoigne du caractère essentiel, impératif, d'unir toutes nos forces pour endiguer les trop nombreuses discriminations sur le marché du travail. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée lors de cette conférence annuelle de l'emploi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonjour à toutes et tous. Et je suis également très heureuse d'avoir eu l'opportunité d'organiser cette conférence sur ce sujet central avec vous. Alors, en effet, alors c'est facile parce que comme ça, tous les chiffres ont été dits. Comme ça, je ne dois pas les redire une deuxième fois. Alors, on parle beaucoup des 80% de taux d'emploi qu'il faut atteindre pour notre compétitivité et pour la bonne santé économique de notre pays. Et je pense que derrière cet objectif, c'est aussi des personnes qui ont en fait envie et besoin d'avoir les mêmes opportunités que les autres dans notre société. D'un point de vue social, évidemment, pour pouvoir mener une vie digne, mais aussi pour pouvoir tisser des liens avec des collègues, se créer des amitiés et donc faciliter son intégration sur le territoire. Et c'est aussi l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences et de déployer tout son talent dans une société dans laquelle ces personnes aspirent à vivre. Et puis pour nous aussi, c'est important. Pour nous l'État, mais nous aussi les entreprises, les employeurs qui sont ici, ce sont des compétences dont nous sommes privés trop longtemps et qu'il faut aujourd'hui aller chercher pour déployer tout le potentiel de la diversité de notre société. Alors, pour moi, cette journée, elle va avancer sur plusieurs aspects. Il y a l'importance du diagnostic, et donc de bien identifier
de quoi on parle et quels sont les freins aussi. Et puis alors pouvoir travailler aussi sur les pistes de solutions, je pense que c'est vraiment important. Et par ailleurs, l'organisation de cette conférence et la forte présence qu'il y a ici, et sans doute en ligne, j'en profite aussi pour saluer les personnes qui nous écoutent, permet également de mettre le sujet sur le haut de l'agenda et de se dire qu'on va avancer dans la bonne direction et mettre en place des pistes d'action comme on les a déjà entendues ce matin. Alors, en ce qui concerne la question du monitoring, je pense que c'est essentiel d'avoir des chiffres qui soient les plus approfondis possibles. Et pour ça, UNIA et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes jouent un rôle essentiel dans notre société afin d'avoir les chiffres qui soient les plus précis et nous permettre donc d'appuyer des politiques qui soient les plus impactantes et les plus efficaces possibles. C'est aussi une possibilité de croiser les critères. Donc on a parlé ce matin aussi des questions de handicap. On peut aussi parler des questions de genre et donc de recroiser certains critères, notamment en termes d'origine ou de nationalité, et puis de genre ou d'orientation sexuelle ou encore de handicap. Bon, il y a 19 critères. Hein. C'est aussi une opportunité pour pouvoir définir des politiques les plus fines et donc les plus efficaces possibles. Et donc je tiens évidemment encore une fois à réitérer tout mon soutien et nous développons avec ce gouvernement un renforcement structurel des instances d'égalité dans notre pays. Alors, les pouvoirs publics ont évidemment un rôle central à jouer en matière d'inclusivité. Et donc, d'une part, par exemplarité, pour toute la question notamment des rôles modèles, de pouvoir montrer que c'est possible, mais pas seulement, parce que nous sommes aussi le plus gros employeur de Belgique. Et donc, si nous ne faisons pas l'effort, eh bien, nous passons aussi à côté de toute une série de profils, et donc nous donnons moins d'opportunités à toute une catégorie de la population qui se trouve sur le territoire. Alors, on y travaille évidemment avec la ministre de la fonction publique, Petra De Sutter. On a notamment lancé il y a quelques semaines ensemble une charte pour la diversité dans la fonction publique avec tout un tas d'actions positives comme la formation du personnel, un recrutement plus inclusif. On a évoqué ce matin différentes pistes. Et ainsi pouvoir offrir les mêmes opportunités aussi de carrière à toutes et tous celles qui sont déjà aussi dans la fonction publique. Hein. On sait que le plafond de verre, on en parle beaucoup en ce qui concerne les inégalités de genre, mais il s'applique aussi en fait à d'autres critères de discrimination que j'ai pu citer précédemment, et notamment la question de l'origine. Et donc c'est important de pouvoir travailler sur l'évolution de carrière aussi, et pas uniquement sur l'entrée dans l'emploi. Alors, on a parlé d'échanges de bonnes pratiques. Il y a évidemment donc différentes actions positives qui sont menées au niveau des fédérations, au niveau des entreprises elles-mêmes qui se lancent dans des plans diversité. Et puis j'avais aussi envie d'attirer l'attention sur la plateforme IDIV mise en place par UNIA. J'imagine qu'elle sera évoquée pendant ces 2 journées de travail, qui est à destination des travailleurs dans les ressources humaines, hein, et qui aide à la mise en place d'une politique diversité. Je vous invite à la découvrir sur leur site. Je pense que c'est important d'insister aujourd'hui sur le fait que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas collecter des statistiques ethniques à proprement parler qu'on ne peut pas avancer sur des politiques de diversité à l'intérieur de nos structures. Et je pense que ça a été déjà clairement montré ce matin, et je pense qu'on est tous raccords là-dessus. Alors, ensuite, quand on a mis en place ces actions positives, il y a aussi d'autres actions qui doivent être mises en place en complément. La question de la lutte contre les discriminations, pour moi, elle est centrale. Alors évidemment, la question les discriminations n'expliquent pas tout des chiffres qui ont été évoqués par le ministre en ce qui concerne la moins bonne insertion sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas uniquement des employeurs qui discriminent qui fait qu'on a un taux d'emploi si bas. Voilà, pour expliciter mon propos. Mais par contre, on ne peut pas nier que ça joue quand même un rôle important dans l'exclusion d'une partie de la population en la matière. Et donc, par exemple, on sait que les personnes d'origine subsaharienne à diplôme égal qui se trouvent sur notre territoire ont 15% de moins d'insertion sur le marché de l'emploi que les personnes qui ont des origines belges. Et donc ça ne s'explique pas entièrement par la discrimination, mais c'est tout de même un facteur sur lequel il faut regarder la réalité en face. Alors, UNIA recueille les signalements en la matière. L'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes recueille, quant à lui, les signalements en matière de discrimination sur base du genre. Et je pense que c'est important de travailler sur ces chiffres pendant ces 2 journées de travail, étant donné que le domaine de l'emploi est le premier secteur en termes de signalement. Les critères raciaux sont donc 10 ratios, hein, donc c'est tout ce qui concerne l'origine, la nationalité, la religion et encore d'autres.
Et donc c'est aussi le premier critère, donc le critère qui est en tête en termes de discrimination, tandis qu'au niveau de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, c'est le secteur de l'emploi à nouveau qui est le premier secteur en termes de report de signalement. Donc je pense que c'est vraiment un élément sur lequel il faut se pencher sérieusement. Alors ici, évidemment, ce sont des instituts pour l'égalité, mais donc ils peuvent à la fois donner des conseils. On a parlé de IDIV, mais il y a d'autres manières dont ça peut être donné, hein, par exemple à travers des formations. Il y a aussi toute une série de médiations qui sont enclenchées lorsqu'il y a des dossiers qui sont ouverts. Et puis en tout dernier recours, il peut y avoir des actions en justice, mais c'est vraiment en cas de dernier choix. Mais donc tout ça sera explicité évidemment dans les exposés qui viendront par la suite. Alors un petit mot quand même sur les tests de discrimination. Donc vous savez que le gouvernement, à l'initiative de Pierre-Yves Dermagne, a avancé sur cette question pour rendre plus efficaces ces tests. La législation est entrée en vigueur ici il y a quelques semaines afin de faciliter le travail des enquêteurs sur le terrain en cas de discrimination supposée. Alors le rapport qui évalue les législations en matière de discrimination m'est parvenu hier. Et donc c'est un rapport qui a évalué l'ensemble des législations belges en matière de discrimination. C'est un rapport qui est très riche. Donc il est disponible ou il sera disponible sur le site de la Chambre ici dans les prochaines heures. Et donc moi je vais analyser évidemment ce rapport et déposer un projet de loi en la matière. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui ont pu y contribuer. C'est un travail remarquable qui a été mené au sein d'un groupe de travail qui regroupait à la fois le patronat, les syndicats, le milieu académique et la société civile. Et donc voilà, je pense que c'est une magnifique ressource pour les pouvoirs publics pour pouvoir améliorer nos dispositifs. Alors, de par ma position en matière d'égalité des genres, on m'a aussi demandé d'avoir un focus particulier sur l'intersection entre le critère d'origine ou de nationalité et puis celui du genre. Parce qu'on sait que c'est une intersection qui est impactante en termes d'emploi, je l'ai cité tout à l'heure, au niveau des signalements. Et donc, par exemple, si on prend l'écart salarial, on parle beaucoup d'écart salarial en ce qui concerne le genre, mais l'écart salarial, mais ça concerne aussi d'autres critères. On sait que les personnes issues de l'immigration vont aussi être sujets à un écart salarial par rapport à des personnes d'origine belge. Et donc ce cumul entre genres, entre le fait simplement de cumuler des facteurs de discrimination, et donc d'être par exemple une femme qui a une nationalité hors UE, va avoir un impact sur son niveau salarial. Et donc en ce moment, nous travaillons sur une amélioration du cadre législatif en matière d'écart salarial. Et puis en fait, toute une série de chantiers sur lesquels nous travaillons en ce moment pour améliorer la place des femmes dans le milieu professionnel, en fait, contribuent au bout du compte à rendre l'ensemble du secteur du travail plus inclusif pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Et donc par exemple, quand on veut travailler sur la lutte contre les violences de genre sur le lieu du travail, c'est une des mesures qui est reprise dans mon plan d'action contre les violences de genre, eh bien, on contribue à créer un environnement qui est plus inclusif pour toutes et tous, et donc aussi à lutter contre les questions de racisme ou de validisme, etc. Le fait aussi de favoriser un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle, comme on le fait à travers différentes mesures, c'est aussi une manière d'avancer en ce sens. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue. Je voulais d'abord jeter 2 bouteilles à la mer pour ces 2 journées. Je pense que c'est des sujets importants, mais sur lesquels, pour le premier, en ce qui concerne l'équivalence des diplômes, je pense que c'est un sujet qui est au cœur du sujet qui va être traité pendant ces 2 journées. On voit qu'il y a vraiment énormément de déclassements à cause de la difficulté à faire valoir ses compétences ou à faire reconnaître les diplômes. Et donc, essentiellement aussi en ce qui concerne les femmes qui se retrouvent reléguées dans des fonctions de titre-service, alors que souvent, elles ont des formations d'institutrices, de pharmaciennes, d'infirmières. Et donc, c'est toutes des compétences desquelles on se prive. Et puis alors, évidemment, aussi la question des sans-papiers, en particulièrement des femmes sans-papiers, qui sont particulièrement vulnérables, qui occupent pourtant des fonctions essentielles et qui ont montré aussi ce rôle qu'elles ont joué pendant la crise, notamment dans le care. Et pourtant, c'est des personnes qui contribuent à notre société, mais qui ne bénéficient d'aucune protection en termes sociaux, mais aussi de protection contre certaines formes de violence. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir aussi en parler. Ça serait bizarre de ne pas évoquer ce sujet pendant une conférence qui porte sur la question des travailleurs et travailleuses hors UE pendant 2 journées. Voilà, donc j'ai terminé. Juste dire un petit mot sur le fait que tout ce travail, en fait, ce n'est pas juste une question
de chiffres ou de compétitivité, c'est une question de dignité. C'est la question de donner à chacune et chacun la possibilité de vivre dignement. Et donc lutter contre les discriminations, eh bien, en fait, c'est donner plus de chances à certains. Et donner plus de chances à certains, ce n'est pas retirer des chances aux autres, c'est plutôt construire une société qui est meilleure et plus inclusive pour toutes et tous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Schlitz. Merci également à Monsieur Dermagne. Onze volgende sprekers zijn... Les prochains intervenants sont des représentants des partenaires sociaux. Ils viennent nous expliquer leur vision, leurs recommandations concernant la diversité sur le marché du travail. Pour les syndicats, nous allons d'abord écouter Monsieur Raf de Weert de la FGTB. Et pour les employeurs, nous aurons Monsieur Joris Renard de Uniso. Merci et bonjour à tous. Pour que ce soit bien clair, je vais m'exprimer au nom des syndicats au pluriel. C'est une déclaration commune que nous avons rédigée à l'occasion de cette conférence. Donc, ce sera au nom des 3 syndicats, la CSC, la FGTB et la CGSLB. Je serai le porte-parole et je suis aussi secrétaire fédéral de la FGTB. Les syndicats apprécient particulièrement cette initiative. Ils apprécient également le thème qui a été choisi pour cette conférence sur l'emploi. La formule qui est utilisée ici offre un espace de débat avec de nombreux partenaires, de nombreuses parties prenantes. Et naturellement, parmi ces parties prenantes, nous avons les syndicats. Il y aura pas mal de contributions. Et nous devrons également nous concentrer sur les groupes de travail qui auront lieu cet après-midi. Et là, il y aura beaucoup de discussions qui auront lieu. Je vais encore évoquer certains éléments durant ma présentation. Et tout à l'heure, nous entrerons davantage dans les détails, bien évidemment. Nous sommes convaincus que les choses ne doivent pas se limiter à des débats. C'est ce qu'a dit la secrétaire d'État également. L'objectif est d'engranger des résultats. Selon nous, nous devons en arriver à un plan d'action mesurable qui détermine vers quoi nous allons et de quelle manière nous voulons y aller. Et donc, nous voulons apporter notre contribution. Nous sommes convaincus également que les différentes autorités devront collaborer. Nous partons du principe qu'il faudra un fédéralisme coopératif concernant ce thème et dans le cadre de chaque compétence, chacun devra mettre en œuvre ce plan d'action. Nous, en tant que partenaires sociaux, ce que l'on veut faire, ça se fait à plusieurs niveaux, au niveau interprofessionnel, sectoriel et au niveau des entreprises. J'ai déjà dit que nous souscrivions au thème. On voit également l'importance de ce thème vu les chiffres et on voit également la discrimination qui existe aujourd'hui sur le marché du travail. C'est vraiment alarmant. Nous voyons également qu'il y a 2 grands défis. L'accès égalitaire au marché du travail, qui doit exister pour tous les groupes, mais certainement également pour les personnes originaires d'un pays hors UE. Et pour nous, cette intégration, elle devrait primer sur la nouvelle migration économique. Le deuxième défi que nous entrevoyons, ce sont de bonnes conditions de travail et une protection sociale forte. Je pense que ça n'étonnera personne. Alors, quand on regarde l'accès au marché du travail, eh bien, nous pensons que la discrimination doit être bannie. C'est vraiment une manière forte de le dire, mais notre pays dispose d'un cadre juridique solide qui interdit le racisme et la discrimination. Pour nous, c'est très clair, Pour nous, il ne faut pas remettre cela en question, même si certains le font. Toutefois, de nombreuses lacunes subsistent. Nous demandons des initiatives, entre autres basées sur les propositions de la commission d'évaluation et les rapports d'évaluation de UNIA. Mais il est particulièrement nécessaire de mieux faire respecter la législation. Les inspections doivent être mieux armées pour pouvoir faire respecter la législation. Donc il faut plus de personnel et plus de ressources pour pouvoir réaliser cela. Il faut également une plus forte coopération entre les inspections régionales et fédérales. Plus de diversité dans les entreprises, eh bien, ça a déjà été indiqué par les autres intervenants, mais nous devons jouer notre rôle et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour citer quelques initiatives
au niveau sectoriel, eh bien, il faut continuer à développer tout ça. Il faut aussi qu'au niveau des entreprises, on mise sur les plans de diversité avec des chiffres cibles et des plans d'action positives. Je pense que ça a déjà été évoqué. L'arrêté royal sur les actions positives est resté jusqu'à présent lettre morte à trop d'égards et cela doit changer. La participation professionnelle au marché du travail ne doit pas se limiter à l'entrée. Ça doit s'étendre à tous les niveaux de fonction. Les pouvoirs publics doivent montrer l'exemple tant dans leur propre politique du personnel que par le biais de leurs appels d'offres. Troisième point, plus d'égalité hommes-femmes. En particulier au niveau des communautés et des régions, il faut s'attaquer à la discrimination fondée sur le genre et l'origine, notamment en matière d'enseignement, de formation permanente et par le biais de structures d'accueil suffisantes. La violence fondée sur le genre au travail doit être combattue. Nous demandons instamment la ratification de la Convention 190 de l'OIT contre la violence au travail. La Belgique est encore un petit peu à la traîne à cet égard et nous demandons que cette convention soit ratifiée instamment. Alors, reconnaître toutes les compétences, ça c'est un point important pour pouvoir intégrer les gens sur notre marché du travail. La reconnaissance des diplômes et certificats étrangers, comme le permis de conduire par exemple, doit être améliorée et accélérée. À tous les niveaux, des efforts doivent être faits pour reconnaître les compétences déjà acquises, tant au niveau politique qu'au niveau de la formation dans les secteurs et les entreprises. L'accès aux cours d'intégration civique doit être gratuit. Ces cours doivent également être accessibles aux demandeurs de protection internationale. Les conditions d'accès aux professions et aux mandats doivent être assouplies. Dernier point, ici, pour nous, pour l'accès au marché de l'emploi. Les travailleurs sans papier doivent également avoir accès à notre marché du travail. Ils ont droit à une régularisation sur la base de critères objectifs et clairs et par le biais d'une commission de régularisation indépendante. C'est une demande que nous posons depuis longtemps en tant que syndicat. Les obstacles juridiques qui empêchent les sans-papiers de demander un permis combiné sur le territoire belge doivent être levés. Les demandeurs de protection internationale doivent également, s'ils le souhaitent, pouvoir accéder au marché du travail plus rapidement. Et la demande répétée du Conseil national du travail de supprimer le piège aux revenus lors de l'embauche de demandeurs de protection internationale doit enfin être prise en compte. Regardons maintenant les bonnes conditions de travail et une protection sociale forte. Tous les travailleurs ont droit à de bonnes conditions de travail et à une bonne protection sociale. La migration et j'y reviendrai, le détachement et le dumping social, ça ne peut être un pis-aller qui perpétue les mauvaises conditions de travail. Afin de lutter efficacement contre la pénurie sur le marché du travail, nous devons donc travailler à l'amélioration des conditions de travail et à une rémunération plus équitable. Dans cette perspective, nous demandons également une réforme fondamentale de la loi sur la norme salariale. On remettra ça en avant le 20. Des conditions de travail égales pour tous les travailleurs actifs ici. Donc vraiment un terrain de jeu équitable. Donc il faudrait que le détachement soit plus régulé, alors qu'aujourd'hui ce détachement c'est devenu une pratique d'emploi à moindre frais. Ici en Belgique. Pour que ce soit bien clair pour ce point, nous voulons insister sur le fait que notre revendication ne s'adresse pas aux personnes qui sont détachées ici. Ce n'est vraiment pas ça le problème. C'est vraiment les circonstances dans lesquelles ces personnes doivent venir ici. C'est cela qui nous pose problème. Les gens viennent depuis un pays hors UE vers la Belgique et ça ne pose aucun problème. Il faut que ce soit bien clair. Nous demandons également de lutter plus activement contre le dumping social afin de mettre fin au dumping social avec les travailleurs étrangers. Il est désormais nécessaire de se concentrer sur un contrôle accru du paiement effectif des cotisations sociales dans le pays d'origine, sur l'introduction d'une responsabilité générale en chaîne, sur un meilleur enregistrement sur les chantiers, sur des sanctions plus strictes pour les infractions à la législation sociale et sur les abus par le biais de sociétés boîtes aux lettres. En plus d'une politique générique, une approche sectorielle est nécessaire en concertation avec les interlocuteurs sociaux, surtout dans les secteurs sensibles à la fraude, comme la construction, le transport de marchandises et le travail saisonnier. Nous demandons à nouveau aux autorités d'investir dans les inspections et d'œuvrer à un meilleur échange de données entre toutes les administrations concernées. Quatrième point, l'emploi précaire qu'il faut endiguer.
Nous constatons qu'il y a de toute façon un retard dans la participation des personnes issues de l'immigration. Et pour les personnes issues de l'immigration qui travaillent, eh bien, ce sont souvent des contrats qui sont plus précaires que les autres. Donc là aussi, il faut être attentif à ce phénomène. Bien trop souvent, ces personnes doivent travailler avec des contrats temporaires. Et donc, il faudra que le CDI devienne la norme, y compris pour ces personnes. Les travailleurs migrants bénéficient en principe de la même protection sociale et en droit du travail que les autres travailleurs, mais il y a des exceptions qui subsistent et celles-ci doivent être éliminées, comme par exemple la limitation à un maximum de 60 jours du droit au chômage. Cela existe toujours pour certains. Les migrants ayant un permis temporaire doivent être mieux protégés. Bien souvent, ils dépendent d'un seul employeur et donc ils sont particulièrement vulnérables. Nous demandons une protection sous la forme d'un droit de séjour temporaire pour permettre aux travailleurs victimes d'abus de suivre la procédure contre l'employeur. Donc c'est une transposition de la directive sanction, article 13, paragraphe 4. Les travailleurs doivent mieux connaître leurs droits. Pour ce faire, ils peuvent s'adresser à leur syndicat, bien évidemment, mais il y a aussi les autorités et les fonds sectoriels qui doivent également investir davantage dans ce domaine, par exemple en fournissant des informations dans la langue des migrants, en investissant dans des cours de langue. Nous demandons une attention particulière pour la situation spécifique et vulnérable du personnel de maison, des personnes au pair et du personnel des missions diplomatiques. Par exemple, la loi sur le bien-être devrait enfin être étendue aux travailleurs domestiques et il devrait y avoir plus de garanties concernant l'application des CCT au personnel domestique et des missions diplomatiques. Et en ce qui concerne les au pair, les personnes au pair, eh bien le CERV propose de les occuper dans le cadre d'un contrat de travail avec les mêmes droits que le personnel domestique. Donc, en résumé, il est clair que pour nous, le contrôle doit être intensifié davantage. Il faut renforcer les services d'inspection. Pour nous, ce qui est important, c'est la ratification de la CCT de l'OIT. Nous voulons participer et faciliter les plans d'action dans les entreprises ainsi que les analyses. Il faut aussi des règles plus strictes pour le détachement et lutter contre le dumping social. Je vous remercie. Goedemorgen iedereen, ook op mijn beurt. Bonjour à tous. Je veux tout d'abord remercier le ministre et Madame la secrétaire d'État pour cette organisation et je suis très ravie que je peux donner la vision des employeurs concernant la migration des personnes non originaires des pays de l'Union européenne. Pour vous donner un petit contexte, cette conférence tombe pour nous dans l'objectif de 80% de taux d'activité qui est inscrit par les gouvernements dans leur propre plan de politique et c'est soutenu par nous. Notre marché du travail est en alerte. Nous lisons toujours dans les médias la pénurie qui existe, pas seulement dans un seul secteur, dans tous les secteurs. On a besoin de chaque talent afin de pouvoir couvrir toutes les offres vacantes. Ce n'est pas seulement le gouvernement fédéral qui doit agir, non plus le ministre fédéral. Ceci exige une approche transversale pour les différents niveaux politiques, ensemble avec les partenaires sociaux, évidemment. J'ai déjà entendu certains chiffres, mais je veux quand même vous donner un petit contexte pour donner l'état des lieux actuel. Le taux d'activité en Belgique atteint presque les 72% en Belgique. Pour les personnes nées en dehors de l'Europe, eux, ils atteignent 53,6%. Malheureusement, c'est un écart énorme à l'heure actuelle. Si on regarde les détails et qu'on regarde les régions, c'est une autre image. Et c'est connu par tout le monde, je pense. La Flandre obtient de meilleurs chiffres que la Wallonie et la région bruxelloise, pardon. Nous voyons les mêmes constats pour les non-européens. Presque 60% travaillent en Flandre, mais en Wallonie et à Bruxelles, ce n'est pas plus que 50%. Malheureusement, de nouveau, un écart énorme. Encore plus détaillé, on regarde le genre, alors il y a quand même un constat important.
Je pense que ceci démontre un problème important. Les femmes issues de l'immigration non Union européenne 27 participent à peine à notre marché du travail. Mais ce qui donne de l'espoir pour moi, c'est qu'en Flandre, nous voyons que les hommes ont presque le même taux d'activité que le taux d'activité général en Flandre, notamment 73%, et en Flandre, c'est en général 75%. Alors, focalisons-nous sur les activités, ce qui pose un problème beaucoup plus important. On a l'opinion de Steenbaert, notamment 54% des personnes non européennes sont actives sur notre marché du travail. Les chiffres sont publiés en 2018, c'est peut-être un peu tard, mais il y a beaucoup de femmes qui ont un statut de femme au foyer qui le choisissent. On verra bien ce que ça donne dans quelques années. Ce sont donc les chiffres de la Flandre. Alors, si on regarde ce qu'il faut faire, quels sont les obstacles, tout d'abord, c'est la langue et la reconnaissance des diplômes. La langue reste un problème pour beaucoup de personnes issues de l'immigration. C'est également visible dans les chiffres du chômage en Flandre. 25% des demandeurs d'emploi ne maîtrisent pas suffisamment la langue à l'heure actuelle. Alors, focus sur l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, alors c'est presque 50%. Juste pour vous montrer l'importance de la langue. En plus, on n'a aucune vue sur la problématique auprès de la population inactive. La reconnaissance des diplômes a été abordée à plusieurs reprises. C'est essentiel pour avoir une chance de trouver un emploi. Région de Bruxelles-Capitale, là, il y a 36 000 personnes qui n'ont pas d'équivalence de diplôme, ce qui diminue leurs chances. La reconnaissance de diplôme est en plus trop longue et pour beaucoup de personnes trop complexe. Deuxième élément, c'est le rôle crucial et préventif de l'enseignement. Les personnes en position vulnérable dans l'enseignement vont avoir plus d'échecs scolaires, ce qui réduit leurs chances sur le marché du travail plus tard. On voit également une différence en recommandations scolaires. C'est un peu bizarre que les personnes issues de l'immigration reçoivent d'autres recommandations pour la continuation de leur enseignement supérieur que les personnes issues de la Belgique. Et un dernier point important, je ne sais pas comment vous l'avez expérimenté, mais le corps des enseignants est trop peu divers. Il y a trop peu d'exemples dans l'enseignement pour mener à de bons résultats. Alors, autre élément, c'est le marché du travail rigide. Il y a une surreprésentation dans les métiers caractérisés par des emplois temporaires, moins bien rémunérés et sans perspective de carrière. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça peut toujours être un tremplin vers la continuation sur le marché du travail. Mais c'est lié également au fait que les prestations à l'école sont moins bonnes que attendues. On voit également une grande protection des insiders versus les outsiders. Il y a un coût salarial élevé, il y a un droit du licenciement, des pièges au chômage et à l'inactivité, vous les connaissez tous. Mais notre marché du travail ne bouge plus, il y a à peine de la mobilité sur notre marché du travail. Quatrième élément concerne le motif migratoire. Et qu'est-ce qu'on constate? La Belgique est surtout caractérisée par le regroupement familial et la protection internationale. Conséquent est que ces groupes accèdent moins au marché du travail que les gens qui viennent ici pour leurs études ou pour le travail. Il s'agit de plus de 60% du flux de notre marché du travail ou sur notre territoire. Et pour les études, le pourcentage est beaucoup plus bas. Dans une perspective européenne, il faudrait améliorer ce chiffre. Mais nous sommes également champions d'un grand problème.
Les personnes qui reçoivent un ordre pour quitter le territoire peuvent malheureusement vite se retrouver dans l'illégalité. Ça peut mener à une désorganisation du marché du travail, d'une concurrence déloyale et de la pauvreté. Donc il faut vraiment mener cette lutte contre ce problème. Alors, encore très bref, quelques propositions auxquelles nous pensons afin d'améliorer la position des personnes issues de l'immigration. Il faut d'abord adapter une approche d'assistance ou de sensibilisation. Beaucoup de personnes inactives doivent être soutenues de manière différente afin qu'elles soient motivées de se rendre sur notre marché du travail. Il faut investir dans la formation sur l'État, dans les cours de langue et dans une politique de reconnaissance de compétences acquises ailleurs. Comme cela, leur chance sur le marché du travail va augmenter. Je pense que les services d'emploi peuvent également jouer un rôle important. Il faut accélérer l'accès à notre marché du travail pour toutes les personnes en séjour légal sur le territoire et veiller à ce que le travail soit récompensé. Il faut miser davantage sur la mobilité interrégionale du travail et sur la migration économique, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un motif marginal dans le tout, donc il faut investir là-dessus. Et encourager l'entrepreneuriat, car là se trouve également beaucoup de potentiel. Et pour terminer, il faut prévoir des structures d'accueil des enfants financièrement accessibles qui couvrent les besoins qualitatifs et suffisamment flexibles. Pour terminer, je donne encore 3 bonnes pratiques, qui peuvent jouer un rôle important dans l'emploi des personnes issues de l'immigration. Tout d'abord, FPI Langue, c'est une formation professionnelle individuelle. Un demandeur d'emploi peut en bénéficier dans une entreprise. Certainement, pour les personnes qui ne maîtrisent pas assez la langue, il y a un coaching de langue, tant pour les demandeurs de travail que pour les travailleurs. Comme cela, nous pouvons combattre le problème de la langue. Deuxième élément, c'est une politique de diversité pilotée au départ des secteurs. Chaque secteur a ses propres défis. Et ça appartient au secteur de chercher des solutions pour une politique de migration. Une one size fits all, ça n'existe pas pour notre marché du travail. La Flandre a déjà conclu une convention sectorielle pour lutter contre la discrimination et on a introduit des mesurages zéro pour appliquer sur notre marché du travail. En plus, il faut investir plus dans les groupes à risque par les secteurs afin qu'il y ait une valeur ajoutée pour ce groupe. Et pour terminer, j'aborde les plans d'action positives. Nous pensons qu'il vaut mieux que les conditions marginales soient assouplies pour que ce soit plus facile à utiliser pour les entreprises. Nous demandons de tenir compte de l'avis donné par les partenaires sociaux. Merci beaucoup.